Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal. Ce soir, comme plusieurs soirs depuis quelques temps, nous reviendrons sur le programme d'un des candidats à la présidentielle. Ce soir, nous allons nous intéresser à Marine Le Pen avec son représentant, un des membres du comité de soutien qui est avec nous sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir aux téléspectateurs de KTV. Alors Ali Madi Bouanali, vous représentez Marine Le Pen ici sur le département. On verra avec vous ce qu'il en est du programme de la candidate pour Mayotte. On en parle tout à l'heure avec vous. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. On va aller avec vous du côté de Mtsangamouji, au collège de Mtsangamouji, où des violences ont été signalées, des violences qui durent depuis plusieurs jours maintenant. On en parle plus amplement tout à l'heure Pierre, mais d'abord voici les titres de ce mercredi 12 avril. Hier soir, les grévistes ont été contactés par leur direction et se sont vus proposer une rencontre à Matignon. Une proposition refusée par les syndicats qui jugent que leur employeur n'est pas l'État mais bien la CSSM. Aujourd'hui, ils ont donc arpenté les rues du chef-lieu jusqu'à Kaweni afin de prouver à nouveau leur détermination. Le point en ouverture de votre journal. Le groupe SFR a inauguré ce matin à Combani sa nouvelle boutique, la 7e sur l'île. Il s'agit là de la seconde agence implantée à l'extérieur du chef-lieu. Une bonne nouvelle pour tous les usagers de l'opérateur qui s'inscrit dans une politique de décentralisation des services. Reportage. Le centre universitaire de Mayotte accueille jusque vendredi une exposition inédite et poétique, fixant sur un support naturel des portraits réalisés par le photographe et enseignant Charles Bonnefond. Zoom sur une forme d'art bien spécifique à la fin de cette édition. Et on débute ce journal avec cette grève à la CSSM qui prend des allures de bras de fer. Les grévistes ont entamé leur 8e jour de mobilisation ce matin après avoir refusé hier soir une proposition émanant de Matignon. En effet, les syndicats refusent de rencontrer l'État et réclament toujours la tenue d'une réunion paritaire nationale dans les plus brefs délais. En attendant, ils étaient sur la route ce matin afin de se rendre dans les locaux de la branche famille à Kaweni. Le point sur un conflit parti pour durer dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Nouvelle journée de grève à la CSSM. Ce matin, les agents se sont retrouvés au siège de l'institution afin de faire le point. En effet, hier soir, les syndicats ont reçu une proposition émanant directement de l'État. La direction nous a contactés hier soir en nous disant qu'il allait y avoir une réunion à Matignon. Moi, j'ai envie de dire à la direction, si elle nous regarde, j'ai envie de dire que Matignon, l'État n'est pas notre employeur. Notre employeur, c'est la sécurité sociale. Donc aujourd'hui, nous ne voulons pas aller à Matignon parce que Matignon, l'État n'est pas notre employeur. Alors bien évidemment que l'État veuille discuter avec nous, effectivement on n'est pas fermé, l'État peut venir ici mais nous on n'ira pas à Matignon. Nous ce qu'on demande c'est l'ouverture d'une réunion de négociation avec notre employeur. L'intersyndicale refuse de discuter avec l'État comme elle refuse d'attendre l'application de la retraite complémentaire à l'ensemble des salariés du département. Les actions se poursuivent donc et ce matin les agents ont perturbé la circulation en se rendant jusque dans les locaux de la branche famille située à Kaweni. Hier nous étions partis voir nos collègues de la Petite Terre, aujourd'hui nous sommes à la branche famille à Kaweni. Aujourd'hui on n'a aucun accord sur aucun point qui pourrait nous sortir de la grève. J'ai dit bien on n'a aucun accord sur aucun point. On continue la grève. On continue la grève et on continue à mobiliser nos collègues sur tous les sites de la sécurité sociale. Le bras de fer se poursuit et ne pourrait même faire que commencer. En effet, si les prestations sociales dues à la population ont pu être assurées ce mois-ci, les choses risquent de se compliquer si le mouvement venait à durer. Là, ils ont fait ce qu'on appelle apparemment les paiements de masse, sachant que sans le personnel de la sécurité sociale, de la caisse, les prochains paiements ne se feront pas de toute façon. Donc la balle est dans leur camp. Soit ils décident de se mettre autour d'une table avec nous pour qu'on puisse négocier ce dossier de retraite complémentaire, soit l'employeur persiste
à dire qu'il ne va pas nous donner la retraite complémentaire et nous, on va continuer à bloquer le temps qu'il faut. Au bout d'un moment, c'est depuis 5 ans qu'on attend, au bout d'un moment, les esprits commencent à s'échauffer et nous, on n'arrête pas de dire à l'employeur qu'on ne lâchera pas tant que la retraite complémentaire ne sera pas appliquée pour les agents de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, tel que le prévoient les textes. De son côté, la direction informe que suite à la vandalisation des accès aux accueils physiques et téléphoniques, les points d'accueil physique et la plateforme téléphonique seront fermés jusqu'à nouvel ordre. Et direction Combani à présent, où SFR inaugurait aujourd'hui une nouvelle boutique en présence de la conseillère départementale de Tingoni d'une dizaine d'invités. L'opérateur fait ainsi son grand retour dans la commune, un événement qui s'inscrit dans une démarche clairement affichée par le groupe de s'implanter dans les territoires ruraux du département. Le Divinali et Sony Chamsidine. SFR désormais au centre de l'île. Ce mercredi, l'opérateur historique a ouvert les portes de sa nouvelle boutique placée au cœur de Combani. Un grand retour pour la société dans le village. Aujourd'hui, cette zone se développe. Elle est à la croisée de nombreuses routes où il y a beaucoup de flux et ça nous intéresse d'être présent sur cette zone. Tout d'abord, pouvoir desservir au mieux les clients et nos prospects de la zone sud et de la zone centre, d'apporter plus de proximité qui par exemple, aujourd'hui, le dépannage de téléphone, le dépôt de téléphone pour réparation directement à Combani pour éviter de descendre à Mamoudzou et faciliter donc le transport, faciliter l'accès aujourd'hui à nos services. Pour l'opérateur téléphonique, il s'agit de la 7e boutique dans le département et la 2e en dehors du chef-lieu. 70 mètres carrés d'espace dédiés notamment aux activités télécom et numériques pour le grand bonheur des clients et habitants du secteur. wasula wavana tashuke mamudzu ndera nune telefoni au ndera fanye rasha GPS au ndera rafanye wa telefoni yangu ibloki atijeje sabeleo beleo wantu wasula wavanu direct wasula wa Combani waja vanu waja wasula wa Tingoni waja vanu waja warengeleza telefoni zao. Pour la conseillère départementale du canton de Tingoni, l'arrivée de SFR dans la commune est une véritable aubaine. Combani, une zone en voie de prospérité. Très contente de voir cette structure chez nous. Pour moi, c'est un grand jour pour notre canton. C'est aussi un grand jour pour notre commune. Ce sera vraiment le pôle économique du Grand Centre. Là, c'est un processus qui vient de commencer. On est prêt d'accueillir beaucoup d'investisseurs parce que quand même la structure SFR, ça nous accompagne partout où on est. On est tout près de chez soi, même si on est loin de chez soi. Donc pour moi, c'est un réel plaisir d'avoir SFR à Combani, mais c'est aussi un développement et aussi une attractivité de notre territoire. Une installation pour le groupe dans l'optique de ne pas se laisser distancer par les principaux concurrents déjà implantés en ce territoire à fort potentiel économique. Et à 12 jours du premier tour des présidentielles ce soir, nous nous intéressons au programme de Marine Le Pen. La candidate du Front National qui a pris le relais de son père Jean-Marie en 2011 compte bien se retrouver au second tour de l'élection présidentielle. Pour cela, elle a axé son programme sur 3 mesures fortes, à savoir la priorité nationale, la souveraineté monétaire et la prime d'achat pour les bas revenus. En tête dans les sondages depuis plusieurs mois maintenant, son programme résolument à droite fait de la lutte contre l'immigration une priorité. Un sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Présidente du Front National depuis 2011, à 48 ans, Marine Le Pen se présente pour la seconde fois à l'élection présidentielle. Bien décidée à être la première femme à gouverner le pays, elle compte, si elle est élue, organiser un référendum en vue de réviser la Constitution. Elle souhaite par ailleurs instaurer le scrutin proportionnel à toutes les élections et abaisser le nombre de députés à 300 contre 577 actuellement et le nombre de sénateurs à 200 contre 348 aujourd'hui. En matière d'économie, elle se prononce pour le maintien de la durée légale de travail à 35 heures, la défiscalisation des heures supplémentaires ou encore l'instauration d'une prime de pouvoir d'achat
à destination des bas revenus et des petites retraites. Elle souhaite également abaisser les charges sociales des TPE-PME et mettre en place une taxe sur l'embauche de salariés étrangers. Dans le domaine de la sécurité, elle prévoit de recruter 15 000 policiers et gendarmes, de créer une garde nationale de 500 000 hommes et femmes et de créer 40 000 places de prison sur 5 ans. Elle veut par ailleurs mettre en place des accords bilatéraux afin que les étrangers condamnés purgent leur peine dans leur pays d'origine. En matière d'éducation, elle est favorable à l'instauration du port de l'uniforme, à l'abrogation de la réforme des rythmes scolaires et à la revalorisation des filières professionnelles. Elle entend en outre étendre à la métropole le service militaire adapté sur le modèle de celui existant en Outre-mer. En ce qui concerne la santé, Marine Le Pen veut supprimer l'aide médicale d'État réservée aux étrangers, augmenter le nombre d'agents dans la fonction publique hospitalière ou encore permettre aux médecins retraités d'exercer dans les déserts médicaux. Concernant l'écologie, elle souhaite développer les filières françaises des énergies renouvelables tout en modernisant la filière nucléaire française par le biais d'un grand carénage. Elle affirme également que l'isolation de l'habitat constituera l'une des priorités budgétaires du quinquennat. Sur la question de l'Europe, son programme prévoit des négociations avec les membres de l'Union européenne, accompagnées d'un référendum en France pour une sortie ou le maintien du pays dans l'UE. Elle compte par ailleurs rétablir une monnaie nationale, sortir de l'espace Schengen afin de rétablir les frontières nationales et se prononce pour la suppression de la double nationalité extra-européenne. Enfin, au sujet des Outre-mer, la candidate frontiste souhaite créer un grand ministère de l'Outre-mer et de la mer et développer un plan stratégique d'investissement autour de l'économie de la mer. Elle veut par ailleurs réformer l'octroi de mer, créer des zones ultramarines françaises d'investissement prioritaires, ainsi qu'une agence pour les investissements privilégiés d'outre-mer. À l'approche du premier tour, les sondages donnent l'extrême droite au second tour, comme ce fut le cas il y a près de 15 ans. Et on continue à parler du programme de Marine Le Pen, vu du côté de Mayotte avec notre invité. Il s'agit d'Henli Madi Bonadi, qui est membre du comité de soutien à la candidate. Alors, on a vu le programme décliné brièvement dans ce reportage. Aujourd'hui, qu'en est-il de Mayotte? Quelle position a Marine Le Pen sur le sort de Mayotte si elle est élue présidente de la République? Bonsoir. La position de Marine Le Pen à Mayotte est à peu près similaire au programme national. En fait, Marine Le Pen a fait dans sa lutte l'immigration clandestine une priorité. C'est une priorité nationale, mais aussi c'est valable pour Mayotte au vu de tous les problèmes que nous rencontrons face à cette immigration incontrôlée. Donc ça sera pour Marine Le Pen, Mayotte, le département, le contexte. Écoutez, Marine Le Pen n'a jamais changé de fusil d'épaule. C'est un sujet phare, hein, l'immigration. Hein, vous connaissez depuis la création du parti, et particulièrement à Mayotte, un territoire assez petit pour contenir toute l'immigration venant des îles voisines. Donc nous, non seulement c'est une priorité, mais il y a des choses à faire. Il y a aussi dans le problème de l'immigration à Mayotte, nous avons remarqué que les lois ne sont pas appliquées. Donc premièrement, ça serait d'appliquer les lois. Les lois, on n'a pas besoin d'inventer dans ce domaine. Il y a des lois de la République qui sont en place, mais que malheureusement, ces lois ne sont jamais appliquées à Mayotte. Notamment pour l'hébergement, l'aide à l'entrée au clandestin. Donc, si on appliquait déjà les lois sur Mayotte, on serait déjà bien avancé. Alors, concernant justement l'immigration clandestine, d'autres candidats parlent de coopération régionale. Est-ce que Marine Le Pen sera dans cette lignée aussi? Non. Nous, on ne veut pas entendre parler de coopération régionale, surtout pas, parce que c'est pas possible de parler de coopération régionale alors que l'État comorien ne reconnaît pas l'appartenance de Mayotte à la France. Donc c'est un point très important, l'appartenance de Mayotte à la France. Pourquoi on ferait la coopération régionale entre Mayotte et les Comores, alors que les Comores ne veulent pas, ils s'entêtent
à dire que l'île de Mayotte est comorienne. Donc je ne veux pas, surtout pas entendre parler de coopération. Les Comoriens n'ont pas besoin de ce que beaucoup de personnes disent. École, santé, tout ça. Les Comoriens, eux, ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin d'argent et ils ont besoin de papier. C'est surtout ça qui les pousse à venir à Mayotte. C'est pas un pays en guerre. En cause du droit du sol, c'est ça? Le droit du sol, c'est une aberration. Il faut absolument le supprimer. Parce que vous voyez que si l'immigration n'est pas contrôlée, eh ben, les clandestins profitent pour venir à Mayotte. C'est juste pour avoir des papiers et ainsi ça leur ouvre des droits à cause du droit du sol justement. Et comme rien n'est contrôlé ici, ça devient vraiment invivable. Alors justement, on se rappelle de l'arrivée de Marine Le Pen à Mayotte, une arrivée qui avait remporté un accueil assez important, notamment des militants qui étaient très contents de l'avoir arrivée sur Mayotte. Aujourd'hui, elle plane sur la vague justement de l'immigration. Quel autre aspect des problématiques de Mayotte sera pris en compte en priorité par Marine Le Pen? Alors d'une part, l'immigration qui est une priorité parmi les priorités. Il y a d'autres problèmes qui sont liés à l'immigration. Je pense à l'insécurité, mais il y a aussi d'autres problèmes, le problème de vie chère, le problème de la vie chère qui est liée à l'octroi de mer. Donc il faut réformer, je pense, l'octroi de mer dans le but de rendre les prix plus attractifs, parce que sinon les entreprises sont tellement taxées que je comprends si d'un côté les entreprises déversent comment dirais-je, ça répercute sur la population. Il est tout à fait normal parce qu'ils sont tellement pris par les taxes que si la vie était moins chère à Mayotte, peut-être que ça serait plus simple. Alors Marine Le Pen qui est à la tête de sondage depuis quelques temps avec à peu près 24% des intentions de vote. Aujourd'hui, qu'en est-il de Mayotte? Est-ce que l'engouement est le même? Est-ce que vous avez, vous qui êtes sur le terrain, est-ce que vous avez ressenti les Mahorais dans l'ensemble favorables à Marine Le Pen? Oui, parfaitement. On est sur le terrain depuis bien longtemps, même avant l'arrivée de Marine Le Pen. La population veut voter Marine Le Pen. On le sent quand on va au contact avec les Mahorais. On voit l'engouement qu'il y a à travers cette candidature de Marine Le Pen. Les gens, ils veulent changer. Les gens ont besoin d'avoir des solutions à leurs problèmes et beaucoup, majoritairement, pensent que Marine Le Pen, et c'est la vérité d'ailleurs, est la mieux placée pour porter des solutions plus pérennes aux problèmes qui touchent aux Mahorais. Alors Marine Le Pen qui se voit également au second tour, alors quel candidat vous voyez face à elle, lequel vous craignez le plus? Moi, je crains le plus. Si un candidat arrive jusqu'en deuxième tour, ça veut dire que il va falloir travailler pour remporter ces élections. Mais moi, je crains plus François Fillon. Parce que non, Macron, c'est l'instrument des médias et que je pense pas que Macron puisse passer au second tour. C'est un candidat qui est le candidat que beaucoup de médias veulent voir au deuxième tour, voire même président de la République, mais les Français ne vont pas se tromper. C'est avec beaucoup de respect, il n'a pas la carrure pour être président de la République, en tout cas pas pour cette année. Alors pour conclure un dernier donc mot, moi un je crains passer, beaucoup François Fillon. C'est un candidat qui, à mes yeux, ça va être très compliqué à battre malgré les affaires qui le touchent en ce moment.
Merci beaucoup, Ali Madi Bonali. Je rappelle que vous êtes membre du comité de soutien à Marine Le Pen pour l'élection présidentielle. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mercredi 12 avril. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Le fléau de la violence dans les établissements scolaires n'est pas éradiqué. En effet, selon un communiqué du SNES, depuis la fin de la semaine dernière, le collège de Mtsangamouji connaît une vague de violence intolérable. Lundi, une grosse bagarre a été déclenchée avec couteaux et armes blanches et la violence a été telle que la gendarmerie a dû intervenir pour protéger personnel et usagers et procéder à l'arrestation de 4 élèves. Hier, un élève en a agressé un autre avec un chombo et la victime a dû être évacuée aux urgences de Tsumonier. À 15h, des élèves ont jeté des cailloux et des parpaings sur un bus. Face à ce déferlement de violence et sur demande du personnel, seules 2 heures de cours ont été assurées ce matin. Le reste de la journée a été consacré à une réunion sur la violence avec armes, puis à une table ronde avec des représentants de la gendarmerie, des autorités locales et du vice-rectorat. En parallèle, des élèves ont manifesté leur ras-le-bol face à l'insécurité. Libre depuis samedi, Théophane Narayana vient de s'exprimer pour la première fois depuis la fin de sa détention. Le patron d'IBS se refuse à tout commentaire concernant l'affaire pour laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire, mais explique néanmoins, je cite, « Après 4 mois de détention ponctués par les actes d'enquête et une confrontation, j'ai enfin pu retrouver les miens et mon travail, là où je suis le plus utile. J'aime à croire que l'équité sera le maître mot et que le sensationnalisme et la démesure n'auront plus cours. À tous les Robins des Bois qui se permettent de dire et d'écrire sans connaître la vérité et la réalité des choses, je les laisse à leur discrédit et à leur conscience professionnelle. J'en appelle toutefois à une nécessaire modération et au respect de la présomption d'innocence. L'homme d'affaires devrait donc être très discret dans les prochaines semaines afin de préparer son procès en correctionnel dans les meilleures conditions. L'intercommunalité du Nord se dirige vers une dissolution en décembre prochain. En effet, à défaut d'être pleinement constituée avant le 1er janvier 2018, cette dernière sera dissoute comme le prévoit la loi. En février dernier, le maire de la commune de Koungou a bien été élu président, mais le scrutin s'est joué en l'absence des conseillers communautaires des 3 autres communes, à savoir Akwa, Bandrabois et Mtsamboro. En effet, ces derniers n'ont jamais été nommés, les maires de ces communes refusant de posséder seulement 19 conseillers communautaires, soit autant que la seule commune de Koungou. Dans ces conditions, l'élection du maire de Koungou, Hassani Bamkolo Sindou, à la présidence avait fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif pour illégalité. Hier, les juges ont été amenés à se prononcer et ils ont décidé d'annuler le scrutin. L'Interco du Nord ne possède donc plus de bureau et le souhait du maire de Mtsamboro de voir cette communauté de communes dissoute semble en passe de se réaliser. Et on revient avec vous, Pierre, sur la situation dont on a parlé dans les brèves du côté de Mtsangamouji, dans le collège de la commune, où justement des violences ont eu lieu durant ces derniers jours. Oui, effectivement, collège de Mtsangamouji. Alors les violences dans les établissements scolaires, c'est un problème récurrent dont on a parlé plusieurs fois. D'ailleurs, on a vu des images d'illustration. C'était à Chiconi, ces images, ce sang, ce chombo. Donc voilà, donc c'est un sujet dont on parle assez régulièrement, malheureusement. Effectivement, là, ça s'empare de Mtsangamouji. Actuellement, il y a des échauffourées un peu tous les jours depuis la semaine dernière. C'est allé très très loin puisque lundi, il y a eu une bagarre, comme il est expliqué. Et voilà, les gendarmes ont dû intervenir, sont venus menotter 4 jeunes. Alors c'est des violences qui proviennent de l'intérieur mais aussi de l'extérieur. Voilà, c'est vraiment les deux. Et puis il y a un ras-le-bol du SNES, le syndicat qui a envoyé un communiqué, mais aussi un ras-le-bol des parents et puis aussi surtout des enfants qui le vivent au quotidien. Et on sait à chaque fois c'est un véritable traumatisme parce que c'est une violence qui s'abat d'un coup avec un chombo, puisque hier une personne, un jeune, en a blessé un autre au chombo. La victime a dû être transportée à l'hôpital. Donc voilà, donc c'est quand même très très grave ce qui se passe à l'intérieur des établissements, aussi à l'extérieur avec des caillassages. Alors quand même, ce qu'il faut expliquer aujourd'hui, c'est que c'était une journée où les personnels avaient demandé à ce que l'école soit ouverte, l'établissement soit ouvert le matin, ce qui met très peu de temps et qui est vraiment une réunion pour qu'il y ait des discussions, qu'on puisse parler. Donc le proviseur a accepté, donc il y a eu 2 heures de cours le matin, sauf que, c'est ce qui était prévu, sauf que le matin il y a eu des caillassages dès 7 heures du matin,
Donc encore une fois, la violence s'est encore emparée, alors que ça devait être une journée droit de retrait, ça devait être une journée où vraiment d'apaisement, où on devait discuter et essayer de trouver des solutions, sauf que certains en avaient décidé autrement. Donc dès le matin, voilà, effectivement, ça a été des scènes de violence. Et donc du coup, ça a été une journée où les parents se sont réunis quand même, où il y a quand même pu y avoir des échanges, où aussi une partie des jeunes ont manifesté, ceux qui disent stop, qui en ont marre de cette situation, qui en ont marre de vivre ces scènes-là, de subir ça. Donc ce qui se passe aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, puisque les associations étaient encore en réunion il y a quelques minutes, j'ai pu les joindre. Demain matin, il va y avoir une réunion aux alentours de 9h, une réunion donc à Mtsangamouji avec les parents d'élèves. Les parents appellent tous les autres parents à venir, mais à ne pas envoyer leurs enfants au sein de l'établissement, qu'ils restent chez eux. Et puis il va y avoir des discussions avec un conseil d'administration un peu élargi, forcément les personnels, la direction de l'établissement, mais aussi le vice-rectorat. Et éventuellement des personnes de la préfecture, de la sécurité. Justement, on avait entendu parler un temps de toutes ces mesures qui allaient être mises en place aux abords et à l'intérieur des établissements scolaires pour assurer la sécurité, non seulement des élèves et des enseignants. Aujourd'hui, on a l'impression, est-ce que le dispositif n'a pas fonctionné ou est encore en train de s'installer? C'est compliqué. C'est compliqué, il y a beaucoup d'établissements à Mayotte, on a un manque cruel d'effectifs pour les faits de délinquance courants. Alors effectivement, dans les établissements, c'est encore autre chose, puisque c'est une violence qui arrive comme ça d'un coup, souvent pour des échauffourées, et on ne peut pas avoir une présence permanente policière ou de gendarmes au sein des établissements. Donc lorsque lors des pauses méridiennes, il y a ce genre de bagarres qui explosent, c'est quand même difficile, et là on ne peut accuser personne parce que voilà, ça explose d'un coup comme ça. Et alors les caillassages, c'est tout autre chose. Par contre, effectivement, ces caillassages devant et les violences devant l'établissement, il devrait y avoir plus de sécurité. Mais là, on est dans les problématiques du manque manque de moyens humains, notamment pour les effectifs de police, aussi de gendarmerie. Donc c'est très compliqué. Chacun fait ce qu'il peut. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que la violence n'est toujours pas endiguée dans les établissements scolaires. Elle a toujours lieu. Souvent, ça nous vient aux oreilles, mais on peut pas faire qu'en parler. Et puis, il y a beaucoup de choses qui ne nous viennent même pas aux oreilles. Donc, effectivement, dans la plupart des établissements, il y a des faits de violence. Alors, c'est le cas aussi en métropole, mais c'est vrai qu'ici, c'est au Chambaud, donc c'est quand même un peu plus violent. On franchit des étapes. Donc voilà. Donc, on espère qu'il va y avoir des réunions fructueuses dès demain, que les discussions vont apporter des solutions concrètes, notamment que les autorités seront présentes et qu'elles vont pouvoir, elles, apporter les solutions indispensables. Parce que c'est ce qu'explique aujourd'hui le SNES. Ils disent on ne peut pas continuer comme ça éternellement. C'est la sécurité à la fois des personnels, mais aussi des enfants qui est remise en question. Donc on va aller vers des droits de retrait. Et voilà, ça ne va pas, on ne va pas en finir comme ça. Et du coup, on a l'impression que c'est par cycle, voilà, où la violence revient dans les établissements. Elle n'est pas endiguée. C'est très très problématique. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions et place à l'art pour finir avec cette exposition qu'accueille actuellement le CUFR de Dembéni, une nouvelle exposition inédite et poétique qui se tiendra jusqu'à ce vendredi, l'occasion pour les visiteurs de découvrir ou redécouvrir des œuvres originales, des œuvres consistant à fixer sur un support naturel des portraits réalisés par le photographe et enseignant Charles Bonnefond. Adèle Laurent est allée à la rencontre de l'artiste, elle nous en dit davantage dans ce reportage. Avec son exposition L'océan Indien de feuille en feuille, Charles Bonnefond a l'art et la manière de combiner l'art et la matière. Pour imprimer ses photographies sur des feuilles d'arbre, le photographe a choisi d'utiliser une ancienne technique de développement appelée anthotype, processus similaire à celui du développement de photographie argentique, mais qui utilise la lumière solaire. Le faiseur d'images nous en dit plus sur la source de son inspiration. Mayotte est complètement naturelle et une île très végétale. Et donc c'est toujours une bonne idée, je pense, de retrouver un contact avec la nature. Je suis dans une démarche actuellement photographique qui est de retrouver contact avec à la fois de la matière, matière photographique, matière végétale, et
Depuis quelque temps, je m'intéresse à l'impact de l'homme dans l'environnement. Et donc je voulais aussi montrer à travers la feuille végétale comment l'homme pouvait s'inscrire dans le végétal. Et puis surtout dire qu'on peut faire de l'image sans pour autant couper des arbres. On peut juste prélever des feuilles sur les arbres. On ne va pas les détruire, les arbres, on va juste les prélever quelques feuilles et puis faire des photos qui sont durables. Donc on est dans une logique de développement durable aussi. La feuille comme support privilégié à l'image, forme, relief, texture, nervure, l'image trouve chair dans la feuille qui veut bien l'accepter et lui rendre vie. Ces photographies racontent en effet une histoire, un instant, figé pour l'éternité. Et les détails présents sur la feuille couplée à la photo obligent aussi le spectateur à y regarder de plus près, observant une image imparfaite. On est loin des images que l'on obtient actuellement au numérique et c'est des images qui ne sont pas du tout parfaites, mais elles ont un rendu qui est proche de ce qu'on avait au temps de l'argentique, qui était un rendu beaucoup plus doux, beaucoup plus lisse, avec du grain, avec du relief, et en même temps qui révèle, avec le relief de la feuille, ça révèle l'imperfection à la fois du sujet et puis l'imperfection de la feuille en tant que telle, et pour autant, ça donne un résultat qui est magnifique. L'imperfection comme une force. Ces œuvres en vente à des prix abordables pour les intéressés sont à découvrir ou à redécouvrir dans le hall du Centre universitaire de Mayotte jusque vendredi. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Et prochain rendez-vous avec l'information en radio demain dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Excellente soirée à vous sur KTV et rendez-vous demain soir pour une nouvelle édition du journal.